BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. Au menu de l'heure H, pouvoir d'achat, niche fiscale, grand débat, assurance chômage. Vous voyez, c'est un beau menu que je vous propose aujourd'hui, avec notamment autour de la table déjà avec moi Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Yves Verrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous nous direz comment les syndicats peuvent participer à ce grand débat. Puis bien sûr, on parlera de pouvoir d'achat. Ensuite, je recevrai Jean-Marie Chevalier, l'un des meilleurs experts sur la transition énergétique. On parlera de digitalisation et de décentralisation. Et puis, je recevrai un peu le retour Hervé Mariton, ancien député, aujourd'hui président du Conseil franco-britannique. Avec lui, bien sûr, on parlera du Brexit. Mais pour l'instant, place à l'info. Thomas Asportas. Bonjour Thomas. Bonjour Edwige, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le nouveau déplacement d'Emmanuel Macron dans le cadre du débat national. Ce sera cet après-midi dans l'Essonne. Emmanuel Macron recevra également cette semaine à l'Elysée les chefs de parti avec cette question qui se pose avec de plus en plus d'insistance. Faut-il organiser un référendum à l'issue du grand débat ? Le chef de l'État réfléchirait à un référendum le jour des élections européennes. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré dans la matinée être contre cette option. Gérald Darmanin veut plus de justice fiscale et propose de s'attaquer aux niches fiscales pour les particuliers, soit 14 milliards d'euros. Le ministre de l'Action et des Comptes publics pourrait réduire le plafond global des avantages liés aux niches, fixé aujourd'hui à 10 000 euros par foyer. Les avantages liés à ces niches pourraient également être modulés en fonction des revenus. Gérald Darmanin qui indique par ailleurs qu'il ne démissionne pas, mais qu'il sera candidat l'année prochaine au municipal à Tourcoing. Et puis sur le front de l'assurance chômage, le patronat va finalement reprendre les discussions une semaine après avoir claqué la porte des négociations. Le MEDEF, l'UDP et la CPME disent être rassurés par les derniers propos d'Édouard Philippe qui rappelle que le bonus-malus ne figure pas explicitement en ces termes dans la lettre de cadrage. Emmanuel Macron déclare sur Twitter que la France reconnaît Juan Guaidó comme président en charge pour mettre en œuvre un processus électoral. L'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et de nombreux autres pays européens ont reconnu aussi dans la matinée Juan Guaidó comme le nouveau président du Venezuela dans l'attente de nouvelles élections. De son côté, Nicolás Maduro rejette toujours l'organisation de nouvelles élections présidentielles au Venezuela. Dans l'actualité des entreprises et à 8 semaines du Brexit, Nissan annonce finalement qu'il ne produira pas son prochain SUV au Royaume-Uni dans son usine de Sunderland comme c'était prévu et contrairement donc à la promesse qu'il avait faite en 2016. Le constructeur déclare que l'incertitude persistante autour du Brexit n'aide pas à planifier l'avenir. Ryanair dans le rouge au 3e trimestre, la compagnie publie une perte de 20 millions d'euros, principalement à cause de la guerre des prix sur le créneau du court courrier en Europe. Ryanair dit que le prix moyen d'un vol a reculé de 6% à moins de 30 euros. Face à ces mauvais résultats et à la pression de la concurrence, la compagnie indique qu'elle va se réorganiser en profondeur. Michael O'Leary est reconduit pour 5 ans, mais la compagnie va être scindée en 4 filiales, avec chacune un directeur général à sa tête. Et puis la bourse d'Oslo semble de plus en plus s'éloigner d'Euronext. La bourse pan-européenne dit qu'elle est prête à revoir son offre pour l'emporter sur celle du Nasdaq, mais la direction de la bourse d'Oslo répond que cela ne changerait rien et que l'offre de Nasdaq est soutenue par l'unanimité du conseil d'administration d'Oslo Bourse. BFM Business, il est midi 3. Le CAC 40 à la mi-journée est dans le rouge. On perd 0,42% à 4 997 points. On est repassé sous les 5000 points. L'euro-dollar, quant à lui, est stable. 1 euro s'échange pour 1,1447 $. Merci Thomas. On vous retrouve bien sûr à 12h30. Tout de suite, secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier est avec nous. BFM Business, l'heure H. La question du jour. Yves Verrier, merci d'être avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Beaucoup de questions, évidemment, vous avez entendu sur l'assurance chômage, le patronat qui revient autour de la table parce qu'il n'y aurait pas le bonus-malus écrit noir sur blanc dans la lettre de cadrage. Vous allez à Matignon mercredi, vous irez ou pas ? Force ouvrière sera représentée, mais ça ne sera pas moi directement. Mais, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai d'autres contraintes. Vous savez, cette semaine, on est nous-mêmes dans l'action. On a décidé d'une action un peu originale puisque demain matin, j'irai marcher avec mes camarades de la fonction publique dans l'Eure. On a décidé de faire une marche du Havre à Paris pour défendre le service public, ses implantations locales. Donc on va sur ce parcours de service public en service public. Demain, ça sera le centre hospitalier Eure-Loire et puis un collège. Ce matin, ils sont partis de la maternité de Bernay qui est menacée de fermeture. Ils doivent visiter également un centre des impôts. Donc voilà, l'objectif, il est d'afficher notre volonté de défendre le service public et
jeudi, il y aura un rassemblement national à Paris et on espère bien que le Premier ministre... Une grève nationale, non? Vous avez demandé une grève nationale pour le 7 février. Nous avons déposé un préavis de grève. Oui. Il y aura des actions de diverses natures tout au long de cette semaine, je vous le dis, avec cette marche symbolique qui veut montrer que à la fois la question des salaires des fonctionnaires est une question à laquelle il doit être répondu. Pour le moment, pas d'augmentation du point d'indice, pas de prime pour les fonctionnaires, et puis par ailleurs la défense du service public. Est-ce que vous allez croiser sur votre route, est-ce que vous allez croiser la manifestation demain de la CGT qui veut marcher sur le bitume, une sorte de réponse aux Gilets jaunes? Est-ce que pour vous, vous y serez ou pas, d'une manière ou d'une autre, ou peut-être des syndicats de force ouvrière? Il y a d'une part la fonction publique, mais il y a des problèmes plus généraux. La question des salaires, l'augmentation générale des salaires, je le redis, la question du SMIC, pour nous, la réponse n'est pas satisfaisante. Nous demandons la prime d'activité demain qui va être versée quand même, avec une augmentation quand même substantielle de la prime d'activité. La prime d'activité, encore une fois, elle va aider un certain nombre de salariés au SMIC, et d'ailleurs c'est significatif le fait qu'on soit obligé d'abonder les salariés au SMIC par une prime d'activité qui est financée par la caisse d'allocation familiale. Au demeurant, c'est pas les employeurs qui payent là, entre nous, c'est l'impôt, les CSG, une part de cotisation patronale, mais ça n'est pas du salaire payé par l'employeur. Donc c'est quand même un problème que le SMIC, on reconnaisse qu'il n'est pas satisfaisant pour vivre, il n'est pas suffisant pour vivre, puisqu'on donne une prime d'activité, et nous on dit il faut augmenter le SMIC, et d'une manière plus générale le salaire. Est-ce que là-dessus justement, on fait une petite incidence, mais est-ce que vous pensez que le SMIC, ça reste toujours quand même la référence salariale pour vous? On voit bien que ça bloque peut-être le recrutement de certaines personnes, de certains chômeurs. Si vous demandez à un employeur, systématiquement, le coût du salaire est bloquant. Oui. Donc, quel que soit le SMIC ou pas SMIC, c'est un problème. C'est le résultat du rapport de force dans l'entreprise. Oui. Quand on négocie dans l'entreprise, quand on négocie dans la branche, on négocie sur l'augmentation des salaires. Et en face de nous, les employeurs sont jamais très allants pour augmenter les salaires. Oui. Le SMIC, il est essentiel parce qu'il est la garantie d'un minimum et il est surtout le point de départ pour négocier les revalorisations de grille dans les conventions collectives qui permettent de répercuter une augmentation du SMIC. C'est pour ça que nous demandons une véritable augmentation du SMIC pour répercuter ensuite dans les négociations collectives sur l'ensemble de la grille, tous les salaires. Oui, c'est sûr que là, pour l'instant, vous n'êtes pas forcément entendu à ce point de vue-là. Donc, demain, mouvement de la CGT, vous avez votre propre mouvement, donc pas question de défiler aux côtés de la CGT. Il y aura des actions conduites de grève, de manifestations avec la CGT dans certains secteurs, dans certaines unions départementales. Nous avons clairement dit que nous soutenions parce qu'il y a le problème des salaires, il y a le problème des retraites qui arrivent, et puis il y a la question de l'assurance chômage. Mais ça veut dire quand même qu'il y a toujours cette division syndicale qui vous affaiblit. Laurent Berger, la CFDT, a dit clairement qu'il n'ira pas, qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer. Il y a quand même une division syndicale qui est de plus en plus forte, non? C'est vrai que lorsqu'on s'entend ensemble sur le mot d'ordre et le mode d'action, c'est beaucoup plus efficace. On entraîne beaucoup plus de salariés derrière nous. Il faut savoir quand même que dans les entreprises, dans les conventions collectives, l'entente syndicale, elle est quand même plus fréquente. Oui, au niveau national, on voit bien quand même que vous avez un peu perdu la main par rapport notamment au mouvement des Gilets jaunes qui dit nous on ne connaît pas les syndicats, on n'en a jamais rencontré parce que mais c'est souvent des artisans, des gens isolés, etc. Vous êtes passé complètement à côté de ce mouvement des Gilets jaunes? Passé à côté, je ne dirais pas, parce que ce qui est ressorti comme revendication sur les questions sociales, ce sont des revendications que portent de longue date les syndicats. Maintenant, c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, il a une certaine forme d'originalité, je ne parle pas des violences, mais les ronds-points, les manifestations successives le samedi. Cela étant, je rappelle quand même une chose. On dit le mouvement des Gilets jaunes ringardise les syndicats, y compris peut-être qu'ils ont obtenu plus que ce qu'on a pu obtenir nous, syndicats. On oublie simplement que les syndicats, ils sont à l'origine et toujours en responsabilité sur la sécurité sociale. L'assurance chômage, on en parlait, qui est un système de solidarité où les actifs cotisent pour que ceux qui se retrouvent au chômage puissent être indemnisés. On négocie les salaires dans les conventions collectives, on négocie les salaires dans les entreprises, on négocie... D'accord, donc vous dites, là, vous êtes en train de faire un plaidoyer pro domo en disant, on existe quand même, on sert quand même à quelque chose. Au quotidien, au moment où on s'interroge un peu sur votre utilité. Force ouvrière, c'est plus de 20 000 implantations dans le pays.
Donc il y a une réalité. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais les élections professionnelles dans les entreprises, dans la fonction publique, c'est des millions de suffrages vers les syndicats chaque année. Donc il faut ramener les choses à leur réalité. Je peux vous demander combien vous avez d'adhérents, parce qu'on a vu, selon nos confrères des Échos qui sont procurés un document, le nombre d'adhérents à la CGT est fortement en baisse. C'est le cas à Force ouvrière, notamment après la crise que vous avez traversée et qui a conduit à votre nomination, Yves Verrier. Nous n'avons pas observé de baisse d'adhérents. Je vous le disais, les élections dans la fonction publique ont lieu au mois de décembre. Oui. Donc juste après, effectivement, la crise que nous avons traversée, en plein mouvement des Gilets jaunes, nous avons conservé la première place dans la fonction publique de l'État et nous avons même conquis la deuxième place dans la fonction publique hospitalière devant la CFDT. Donc vous voyez, Force ouvrière se porte bien de ce point de vue. Et c'est vrai que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est les restructurations, les suppressions d'emplois dans la fonction publique, dans un certain nombre d'entreprises qui sont restructurées. À chaque fois, ça pose la question du devenir du syndicat et des adhérents. Mais pour le moment, nous avons une stabilité dans notre nombre d'adhérents. Donc les choses vont fin 2018, vous étiez combien d'adhérents fin 2018? Nous avons toujours déclaré 500 000 adhérents. Pas tout à fait 500 000, mais on donnera un peu plus tard les chiffres de manière plus précise. Vous savez, chez nous, c'est assez compliqué parce qu'on n'adhère pas directement à la Confédération, on adhère à son syndicat de base. Et ensuite, le syndicat de base doit faire remonter la cotisation quand il l'a perçue de l'adhérent à sa fédération, à son union départementale, qui à son tour fait remonter la cotisation à la Confédération. C'est un peu complexe, je le reconnais, comme système. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas comme la CGT. Pour l'instant, vous maintenez le niveau par rapport à 2017. Nous avons une stabilité dans notre nombre d'adhérents, absolument. Bon, voilà, ça c'est un point important. Sur la question du pouvoir d'achat, on reviendra sur le bonus-malus dans un instant. La question du pouvoir d'achat, je ne sais pas si vous avez vu les 12 propositions, en l'occurrence de UFC Que Choisir, pour maintenir le pouvoir d'achat. Donc ça va de la transition énergétique, ça couvre un large champ, en disant que ça ne coûte pas un copec aux finances publiques. Les propositions de FO pour le grand débat, c'est quoi? Vous en avez des concrètes? Nous ne sommes pas partie prenante du grand débat. Je le redis, le grand débat, c'est une décision du gouvernement. Elle s'adresse aux citoyens. Donc vous n'y participez pas? Le citoyen, en tant que FO, non, c'est le citoyen qui décide de la façon dont il se saisit ou non du grand débat. Sur le grand débat, il y a vraiment beaucoup de questions posées. Moi, je n'aime pas du tout la façon de poser des questions du type quel service public on supprime. Si vous voulez, moins d'impôts. Ça n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Et a fortiori, si maintenant on nous dit qu'il y aura un référendum derrière, nous ne sommes pas très favorable à la mécanique du référendum. Nous sommes très attachés à la mécanique de la démocratie représentative parce que le référendum, vous savez, on répond jamais ou rarement à la question posée. Vous connaissez la phrase, c'est de dire la réponse est non, quelle est la question? Sauf que ça sera le même jour que les élections européennes. Donc là, il y aura peut-être une manière aussi que les Français répondent vraiment à l'élection européenne. Vous voyez, à leur ambition pour l'Europe. Je ne sais pas du tout ce que ce sera. On ne sait pas s'il y aura ou non référendum. S'il y a référendum, sous quelle forme, quelles questions seront posées. Vous êtes contre le référendum? Nous ne sommes pas favorables à la mécanique du référendum. Les mécaniques référendaires, elles n'ont pas forcément une très grande valeur démocratique. On parle des négociations. Donc le patronat, je recevais le numéro 2 du MEDEF la semaine dernière, avait quitté, puis ils sont revenus autour de la table des négociations sur l'assurance chômage en disant on a eu, c'est une manière de protester contre des propos tenus par Emmanuel Macron. Et puis là, Édouard Philippe nous a dit que c'était pas dans la lettre de cadrage, le mot bonus, malus, le mot qui fait si peur au MEDEF. Vous leur dites welcome back? J'aimerais qu'on arrête un peu le théâtre, parce que la question du bonus-malus, elle n'est pas nouvelle. Donc pourquoi tout d'un coup le patronat... Parce qu'Emmanuel Macron a tenu des propos en disant il y aura le bonus-malus. C'est pas nouveau, on le sait depuis que Emmanuel Macron était en campagne présidentielle. Donc il a été élu avec ça. Cela étant, moi ce que je dis au patronat, c'est mettons-nous sérieusement à négocier. Il y a un vrai problème, les contrats courts, c'est à la fois de la précarité et c'est des dépenses pour l'assurance chômage. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut réduire l'utilisation des contrats courts. Ils ont été multipliés par 2,5 en 20 ans. 4/5 des contrats de moins d'un mois, c'est de la réembauche successive chez le même employeur. Ça touche majoritairement des femmes et les jeunes de moins de 25 ans. Il y a un vrai problème de précarité et c'est là qu'on peut effectivement faire en sorte
qu'on fasse des économies sur l'assurance chômage, parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est l'assurance chômage qui paye la flexibilité offerte aux employeurs qui abusent des contrats courts. Oui. La semaine dernière, à ce même micro, je recevais Olivier Dussopt, justement, qui est le secrétaire d'État en charge de cette réforme de la fonction publique, et donc qui confirmait, après, certains ont dit que ça n'avait pas lieu d'être, enfin, qui a confirmé le chiffre de 120 000 suppressions de postes à l'issue du quinquennat. Vous manifestez contre la réforme de la fonction publique. Est-ce que vous pensez que c'est intenable comme objectif, en tous les cas, de diminution de la fonction publique? Des 3 fonctions publiques, hein. Écoutez, premièrement, il y a quand même un vrai problème, puisqu'on parlait de grand débat et qu'on nous dit qu'on maintient les suppressions d'effectifs dans la fonction publique. Et en même temps, on nous pose soi-disant des questions sur faut-il ou non supprimer. Alors c'est évidemment, c'est dans les collectivités territoriales, beaucoup, oui. Donc si on supprime des effectifs, évidemment, on n'est pas en capacité de maintenir les services publics. Il faut avoir en tête qu'on a fermé maintes et maintes services publics. Ici une école, ici un bureau de poste. Oui, mais ici, quand vous voyez qu'à 4000 trésoreries, le maillage fiscal en France est presque aussi grand que celui de l'éducation nationale. Est-ce qu'on veut transformer ce quand même faire des choses en désert de services publics? Le mouvement des Gilets jaunes, il est le produit d'un sentiment d'abandon de bon nombre de communes, de départements, parce que les services publics ont fermé, parce que les lieux de décision et de pouvoir public se sont éloignés avec la réforme territoriale et les grandes régions, les intercommunalités. Les citoyens sont obligés de prendre leur voiture pour toutes les démarches. À ça s'ajoute le coût du transport, évidemment, le coût de l'essence. Donc la question du service public. Moi j'ai dit, si on veut rétablir de la considération, puisqu'on nous parle de débat, eh bien commençons par nous dire, s'il y a débat, suspendons les réformes qui sont contestées, qui ne sont vues que par une logique comptable, comme la suppression des effectifs dans la fonction publique. Oui, juste, puisqu'on parle du prélèvement à la source, en ce moment même, Gérald Darmanin fait le point sur le prélèvement à la source en disant que ça s'est plutôt bien passé. On a besoin de 4000, moi j'ai découvert ce chiffre en préparant cet entretien avec Olivier Dussopt, 4000 trésoreries, est-ce qu'on a besoin de 4000 trésoreries à l'heure d'Internet et du prélèvement à la source? Pourquoi le prélèvement à la source a bien fonctionné déjà? Parce que les fonctionnaires ont fait leur boulot. Oui, tout à fait. Et une fois qu'ils ont fait leur boulot, on leur dit maintenant merci bien, on n'a plus besoin de vous. Non, c'est pas vrai. Il y aura toujours des déclarations d'impôts à faire. Et la difficulté que rencontre bon nombre d'usagers du service public, y compris pour la déclaration d'impôts, c'est qu'il manque. On a renvoyé sur le numérique. Sauf que beaucoup de personnes ont besoin d'assistance. Donc la question du service rendu à la personne par une personne reste. On ne peut pas remplacer le lien individuel par le numérique. Oui, c'est une démonstration du Gilet jaune, vous avez raison de le rappeler. C'est une accélération, mais ça n'est pas un substitut. Deux questions rapides. D'abord, il y a une petite bataille d'ego toujours entre Laurent Berger et Philippe Martinez. Laurent Berger est candidat à la tête de la Confédération des syndicats européens, enfin la Confédération européenne des syndicats. Il a dit qu'il était candidat tout en restant à la tête de la CFDT. Philippe Martinez de la CGT, il dit pas question qu'il y aille tout seul. Le troisième grand syndicat, vous, Yves Verrier, vous dites quoi? Laurent Berger est un bon candidat à la tête de la CES? On a un vrai problème avec, la procédure, et surtout, entre la CFDT et Force ouvrière, sur les questions européennes, il y a franchement des divergences d'analyse, de position et de conception de ce qu'est la construction européenne. Donc ça va générer effectivement des difficultés. Maintenant, vous savez... Donc vous êtes contre la candidature de Laurent Berger? La présidence d'une confédération européenne ou internationale, elle est beaucoup plus symbolique. Ce qui est important, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général, c'est un Italien qui vient de l'UIL, qui est un syndicat avec lequel Force ouvrière a longtemps été proche, et nous avons soutenu la candidature du secrétaire général, Luca Vincentini. Ok, mais président Laurent Berger ou pas? On va voir, moi je ne sais pas, je l'ai appris par la presse, il y a un processus de désignation qu'on ne connaît pas et on est un peu surpris, donc on a posé des questions à la CES là-dessus, bien évidemment. D'accord, mais pas de blocage en l'occurrence. Merci beaucoup, on parlera des retraites complémentaires, mais la prochaine fois en l'occurrence, parce que les égos ça repart, mais on est au tout début. Ça va être compliqué, là aussi. Ça va être chaud, j'ai l'impression. Merci beaucoup Yves Verrier d'avoir été avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Dans un instant, on parlera énergie, la PPE, vous savez, elle a été la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle a été présentée il y a quelques jours. On y revient avec Jean-Marie Chevalier, qui est la meilleure expert sur cette question. À tout de suite.
Événement. BFM Academy revient pour une 14e saison. Vous voulez faire connaître votre entreprise et gagner une campagne de pub sur BFM Business? La BFM Academy vous attend. Il faut nous envoyer vos dossiers avant le 15 février sur bfmacademy.fr. On viendra vous voir ensuite en mars à Aix-en-Provence, Dijon, Nancy, Vannes et Paris. Et à la suite des castings, l'ensemble des coachs de la BFM Academy, comme l'an dernier, va sélectionner 12 candidats. Et le 24 juin, il n'en restera qu'un. BFM Academy, bientôt sur BFM Business. Le réseau relationnel est le principal levier d'accélération de la croissance des entreprises B2B. Basé sur cette conviction forte, nous avons créé la première agence de networking qui vise à développer une réelle proximité entre nos clients et les décideurs dans leur cœur de cible. Ce que nous, on apprécie avec Lausanne, c'est aussi de créer des moments sincères, individuels, exclusifs. Lausanne a cette particularité et cette force d'interconnecter les écosystèmes. Pour moi, ça apporte une vraie valeur. Ça me permet d'être en relation avec des gens que je n'aurais pas forcément dans le cadre de mon quotidien. Les vraies rencontres, c'est quand même les contacts humains. Création de think tank, cooptation, mobilisation de cercles d'influence, nous utilisons tous les leviers du networking. Nos rencontres sont rythmées par du partage d'expériences, de vision et de conviction. Pour trouver leur muse, Philippe, Bruce et Toon vont toutes les tester. J'ai une idée, on va la fabriquer nous-mêmes. Comme ça, il y aura tout ce qu'on aime dedans. Top Gear France, mercredi à 20h50 sur RMC Découverte, Canal 24. BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Jean-Marie Chevalier, professeur émérite de sciences économiques à Dauphine et puis membre, bien sûr, du service d'économie spécialisé dans les questions énergétiques. Jean-Marie Chevalier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser autour de cette PPE, cette programmation pluriannuelle de l'énergie qu'a enfin publiée. On a entendu le grand discours d'Emmanuel Macron au début du reste du mouvement des Gilets jaunes pour présenter sa feuille de route énergétique. Et puis ça y est, 360 pages qui nous donnent un peu la direction à suivre pour les 5 prochaines années. Puis vous organisez ce grand forum de l'énergie à Dauphine devant 1000 étudiants. On y reviendra un peu plus tard. Cette PPE, est-ce qu'elle correspond à ce que vous attendiez, vous ? Pas exactement. On est dans un nouveau monde. Hein. C'est plus les programmations planifiées ou pourtant on y retourne, hein. etc. Là, on a une feuille de route avec quand même des problèmes juridiques qui sont donc compliqués. Donc voilà un problème. Deuxièmement, sur le nucléaire et l'arrêt programmé des centrales. Bon, EDF garde la main, c'est normal là-dessus. Et moi, je considère en tant qu'économiste qu'une centrale nucléaire qui fonctionne en respectant les normes de sécurité, elle doit continuer à fonctionner. Mais il y a un problème d'harmonisation européenne et de sécurité des approvisionnements. Donc on ne peut pas fermer n'importe quelle centrale à n'importe quel moment. Et donc c'est quelque chose qui doit être, je dirais, vu d'une façon assez pragmatique par rapport à l'équilibre général du secteur. Donc vous trouvez qu'il y a un flou, notamment sur la feuille de route nucléaire, oui, hein, parce que c'est quatre centrales fermées, en l'occurrence, création d'EPR, mais on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes et de flou. Absolument, le démarrage de l'EPR, le comportement du parc électrique européen, puis il y a aussi une grande incertitude sur la trajectoire de la taxe carbone. Oui, ça, pour cause, oui. Et donc, qui va être relancée dans le grand débat, etc. Et tout ça, donc, font que cette feuille de route, elle est maculée par plein d'incertitudes par rapport à ce qui va se passer dans la réalité. Oui, et puis en plus, il y a toute une dimension européenne dont on parle peu. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe en Allemagne, qui a aussi fait sa propre PPE, mais avec toutes ces centrales à charbon qu'il faut fermer, parce que là, il y a les 4 centrales à charbon françaises qui doivent fermer. En Allemagne, ils ont remplacé le nucléaire par le charbon, un peu sous la pression au lendemain de Fukushima, et que maintenant, on voit qu'ils se trouvent un peu dans une impasse. Donc, en fait, est-ce que ça a un sens de faire une PPE uniquement française et non pas au niveau européen, Jean-Marie Chevalier ?
normalement, oui, on devrait le faire au niveau européen. Mais cela dit, on est très 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 loin d'une coordination qui serait nécessaire pour pouvoir le faire au niveau européen. Donc il n'y a pas de politique énergétique européenne. Il y a quelques grandes directions, quelques grandes directives, quelques grands principes, mais c'est tout. Et donc, mais cela dit, chaque pays a besoin d'avoir une feuille de route pour lui, même si cette feuille de route est approximative et entachée par les incertitudes dont je parle. Oui, on voit bien, vous l'avez dit, avec cette taxe carbone, donc qui est un peu au début, enfin à l'origine de ce mouvement des Gilets jaunes. Donc elle est toujours en l'air. Visiblement, elle ne sera pas appliquée pour 2019. Là aussi, il y a une espèce de flou entretenu par le Premier ministre. Est-ce qu'on peut trouver d'autres formes que la taxe carbone, en l'occurrence, pour essayer de contenir les objectifs? Parce que vous n'en avez pas parlé. Les objectifs de la PPE, ils sont assez ambitieux. C'est moins 14% de réduction de la consommation finale d'énergie en 2028 par rapport à 2012. Et neutralité carbone. Et neutralité carbone. Donc c'est dire si les ambitions sont là, mais comme vous dites, le chemin pour y arriver, il reste vague. Ce qui est curieux, c'est qu'il y avait un consensus des économistes. On est tous d'accord pour qu'il y ait une taxe carbone. Pourquoi? Pour faire payer aux énergies fossiles les coûts sociaux qu'elles engendrent pour la société. Donc il y a un accord là-dessus. Mais cela dit, on n'avait absolument pas anticipé qu'il y aurait une telle levée de bouclier par rapport à ces taxes, qui a été le cas des Gilets jaunes. Et donc, comment faire? Il y a de la pédagogie à faire. Ça, c'est très important. Et cette pédagogie, elle passe par révéler la gravité du réchauffement climatique et ce qui nous attend si on ne fait rien. Donc, il faut faire quelque chose. Ensuite, faire quelque chose, ça demande de faire payer, de dégager des ressources financières. Et là, il y a un problème d'égalité de traitement par rapport aux individus qui y sont soumis. Et là encore, il y a un gros effort de pédagogie, d'explication à fournir. Oui, mais on voit bien, il y a eu les bonnets rouges, maintenant il y a les gilets jaunes. Le peuple, les citoyens ne sont pas prêts. C'est ça qu'il y a une contradiction quand même entre les objectifs, ce qui est le plus important lorsque dans la liste c'est transition écologique, environnementale, et en même temps, lorsque vous leur mettez en face une taxe, on voit bien que ça conduit à des mouvements très forts. Donc, vous, économiste, comment est-ce que c'est une équation qui a une solution? La solution, ce serait quand même d'expliquer d'abord tout ce qui nous attend si on n'agit pas contre le réchauffement climatique. Et ça, ce sont des dégâts qui sont alors difficilement quantifiables, difficilement prévisibles. Quand vont-ils arriver, à quel moment, qui vont-ils toucher? Mais globalement, la conclusion, c'est que oui, il faut agir pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et réduire donc l'impact du changement climatique et son augmentation qui pour l'instant est inéluctable. Oui. L'accord de Paris, on a parlé d'essayer de limiter à 1,5 degré ou 2 degrés le réchauffement climatique. Pour l'instant, il y a une trajectoire qui est sur 3 degrés ou 3,5 degrés. Oui, qu'il n'a rien changé, voire qu'il s'est empiré. Donc, oui. Alors, cela dit, quand les gens sont confrontés à des augmentations de taxes, ils râlent et c'est un peu normal. Le niveau d'alerte maximum, c'est 2030. Non, à partir de 2030, si on n'a rien fait, on détruira irrémédiablement la planète, c'est ça? Il faut faire toujours attention, grande phrase. C'est très difficile à estimer, mais parce qu'on a des effets induits qui sont étalés dans le temps. Donc, mais disons, il faut agir maintenant. Et l'accord de Paris a bien mis l'accent sur la nécessité de... Juste parce que j'aimerais avoir votre avis. Quelles sont pour vous, à l'horizon moyen terme, on va dire, les grandes énergies de demain, Jean-Marie Chevalier? Les grandes énergies de demain, c'est clairement les énergies renouvelables et les économies d'énergie, dont on ne parle pas assez, mais la feuille de route met bien l'accent sur les économies d'énergie, puisqu'on diminue la consommation de 14% par rapport à son niveau 2012, et qu'on va donc... faire des efforts, et il y a un effort majeur à faire, il y a un potentiel d'effort à faire qui est considérable. Énergie fossile, je recevais il y a 8 jours le patron de Total, le Patrick Pouyanné. Pour lui, il y a toujours les énergies fossiles, il vient de découvrir un nouveau champ en mer du Nord. Il a raison, finalement. Les énergies fossiles, elles ne vont pas disparaître. On continuera à avoir besoin d'énergie fossile. Il y aura encore une partie du parc automobile qui aura besoin pour circuler. Donc, on ne va pas les réduire à zéro. Donc, tout ça, cette évolution va prendre du temps, beaucoup de temps. Et le problème, c'est que ce temps
dont on a besoin est contradictoire par rapport à l'urgence du problème et l'urgence d'agir. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contradictions. Alors il y a deux phénomènes qui vont changer peut-être la donne, justement. Oui. Ça nous conduira au Forum de l'énergie que vous organisez à Dauphine devant des étudiants. C'est peut-être la jeune génération qui va faire bouger les choses, parce qu'on sent qu'il y a quand même une vraie prise de conscience, peut-être plus qu'aux générations précédentes. La décentralisation et surtout la digitalisation. En quoi ça va changer? La décentralisation, on imagine bien. Ça peut avoir un vrai impact, vous pensez? Oui. Alors, les jeunes ont un rôle très très important aujourd'hui à jouer. Et on a vu, il n'y a pas longtemps, donc, ce mouvement pour agir contre le réchauffement climatique qui venait des jeunes. Et ça, c'est la prise de conscience de la gravité du phénomène qui peut pousser à l'action, et une action plus incisive et plus agressive. Alors ensuite... donc ça c'est fondamental, ça c'est la prise de conscience progressive de la gravité de la situation et de la nécessité d'agir. Deuxièmement, digitalisation et décentralisation. Ça c'est une autre composante qui est très importante, parce que décentralisation, ça veut dire que les collectivités locales et les citoyens ont envie de prendre part à la décision de quelles énergies on consomme, quelles énergies on produit, quels déchets on recycle ou on recycle pas, quel rôle de l'agriculture en économie de proximité. C'est très important ça. Ouais. Et digitalisation, c'est autre chose, c'est le fait qu'on est maintenant les entreprises, tous secteurs confondus, pas seulement l'énergie, sont dans un mouvement où tout est numérisé, donc tout va très vite, et les connexions se multiplient. Quand je dis les connexions se multiplient, c'est entre les individus qui soient à n'importe quel endroit dans le monde, entre les objets connectés, et entre les systèmes. Les systèmes, je lisais il n'y a pas longtemps, on avait une énergie en silo, avec donc un réservoir d'énergie qu'on consommait. Maintenant, on passe à des systèmes qui sont connectés les uns aux autres et qui modifient complètement la problématique. Oui, et c'est peut-être là qu'il y aura des économies d'énergie, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on repense nos systèmes. En fait, même cette PPE, elle paraît déjà un peu caduque par rapport à ce qui se passe en ce moment. Vous êtes d'accord avec moi, Jean-Marie Chevalier? Tout à fait. Mais voilà, c'était pour ça que c'était important de vous faire venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, Forum de l'énergie à Dauphine, demain en l'occurrence. Merci beaucoup, membres du Cercle des économistes, bien sûr. Dans un instant, on parlera du Brexit. Ça chauffe avec un revenant, en l'occurrence Hervé Mariton, qui est désormais président du Conseil franco-britannique. A tout de suite. Tous les jours sur BFM Business, 2 heures de conseils pour optimiser votre épargne. Dès 10h, l'émission 100% placement donne la parole aux gérants et aux conseillers en patrimoine. Immobilier, assurance vie, sélection de valeurs, fiscalité, toutes les infos pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Posez vos questions sur bfmbusiness.com et à 11h35, les professionnels vous répondent. Intégral Placement avec Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer. Tous les jours, 10h midi sur BFM Business. BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon. Il vient de s'asseoir, il est avec nous, on est très en retard. Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous venez d'être nommé président du Conseil franco-britannique. Il y avait une actualité assez forte, je crois, autour du Brexit. Et puis on voit bien qu'on s'achemine peut-être vers un no deal. Les inquiétudes, notamment pour les entreprises, on voit ça dans un instant. Mais pour l'instant, Thomas Sasportas, le rappel des titres. Oui, et le nouveau déplacement d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national, ce sera cet après-midi dans l'Essonne. Emmanuel Macron qui reçoit également cette semaine les chefs de parti à l'Élysée, avec cette question qui se pose avec de plus en plus d'insistance. Faut-il organiser un référendum à l'issue du grand débat? Le chef de l'État réfléchirait à un référendum le jour des élections européennes. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré dans la matinée être contre cette option. Gérald Darmanin veut plus de justice fiscale et propose de s'attaquer aux niches fiscales pour les particuliers, soit 14 milliards d'euros. Le ministre de l'Action et des Comptes publics pourrait réduire le plafond global des avantages liés aux niches, fixé aujourd'hui à 10 000 euros par foyer. Les avantages liés aux niches pourraient également être modulés en fonction des revenus. Gérald Darmanin qui indique par ailleurs qu'il ne démissionne pas, mais qu'il sera candidat l'année prochaine au municipal à Tourcoing. Et puis sur le front de l'assurance chômage, le patronat va finalement reprendre les discussions une semaine après avoir claqué la porte des négociations. Le MEDEF, l'UDP et la CPME disent être rassurés par les derniers propos d'Édouard Philippe, qui rappelle que le bonus-malus ne figure pas explicitement en ces termes-là dans la lettre de cadrage.
Emmanuel Macron déclare sur Twitter que la France reconnaît Juan Guaidó comme président en charge pour mettre en œuvre un processus électoral. L'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et de nombreux autres pays européens reconnaissent eux aussi Juan Guaidó comme le nouveau président du Venezuela dans l'attente de nouvelles élections. De son côté, Nicolas Maduro rejette toujours l'organisation de nouvelles élections présidentielles au Venezuela. Dans l'actualité des entreprises et à 8 semaines du Brexit, Nissan annonce finalement qu'il ne produira pas son prochain SUV au Royaume-Uni dans son usine de Sunderland, contrairement donc à la promesse qui avait été faite en 2016. Le constructeur déclare que l'incertitude persistante autour du Brexit n'aide pas à planifier l'avenir. Ryanair dans le rouge au 3e trimestre. La compagnie publie une perte de 20 millions d'euros, principalement à cause de la guerre des prix sur le créneau du court courrier en Europe. Ryanair dit que le prix moyen d'un vol a reculé de 6% à moins de 30 euros. Face à ces mauvais résultats et à la pression de la concurrence, la compagnie indique qu'elle va se réorganiser en profondeur. Michael O'Leary, l'actuel DG, est reconduit pour 5 ans, mais la compagnie va être scindée en 4 filiales, avec chacune un directeur général à sa tête. Et puis pour finir, la bourse d'Oslo semble de plus en plus s'éloigner d'Euronext. La bourse pan-européenne dit qu'elle est prête à revoir son offre pour l'emporter sur celle du Nasdaq. Mais la direction de la bourse d'Oslo répond que cela ne changerait rien et que l'offre de Nasdaq est soutenue par l'unanimité du conseil d'administration d'Oslo Bourse. BFM Business, bientôt 12h35. Je vous redonne le CAC 40 à la mi-journée qui cède du terrain. On perd 0,55% à 4 991 points. On est repassé donc sous les 5 000 points. L'euro-dollar, quant à lui, est stable. 1 euro s'échange pour 1,1450 $. Et merci Thomas. Thomas, ça se portasse. Tout de suite, c'est Hervé Mariton. Brexit, et puis grand débat. À tout de suite. BFM Business. La France a tout pour réussir. Ping, une tête, une autre. Oh là là. Thiago Silva, quel que soit le système de jeu, il est au top. Cette facilité d'adaptation, ça change tout, hein. Ça court de tous les côtés. Wouh, j'ai envie de te dire, wouh. Et Mbappé, cette vision du jeu. C'est sûr qu'avec la tête haute, tu captes un maximum d'informations. Mais c'est clair. Scénic aussi a du talent. Profitez de Renault Scénic avec reprise de votre véhicule plus 4 000 €. En février, la French Touch Renault a tous les talents. Top, les gars. Les talents, c'est nous, non? C'est pas faux. Jeudi. C'est ici que dans la nuit du 16 au 17 juillet 2000, Richard Alessandri a été froidement abattu dans son lit alors que son épouse dormait à ses côtés. Non élucidé, jeudi à 20h55 sur RMC Story, Canal 23. Si j'ai réussi, c'est aussi grâce au conseil de ma femme. Alors quand elle m'a recommandé sa banque en ligne, je n'ai pas hésité. Votre carte Visa Premier est gratuite. Before Bank, la banque selon moi. Et en ce moment, 80 € offerts pour une première ouverture d'un compte bancaire. Jimbaitai, Faircore. Voiture et conducteur ne font plus qu'un. Mazda CX-5. Jimbaitai, Drive Together. BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Hervé Mariton, aujourd'hui président du Conseil franco-britannique. Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions, évidemment, sur le Brexit. On voit bien qu'il y a beaucoup d'interrogations, puis surtout, c'est en train de se tendre. On va peut-être vers un no deal, hein, parce qu'après tout, c'est le 29 mars. Puis on voit qu'on est dans un blocage entre l'Union européenne et Theresa May. Une question peut-être à l'ancien député de la Drôme, toujours maire, les Républicains du Cré. Le grand débat, ça en partie, ça a pris chez vous. En l'occurrence, c'était dans la Drôme. Vous étiez ou pas avec Emmanuel Macron qui a surgi d'un seul coup auprès des maires ? Non, puisque seuls les présidents d'associations départementales étaient invités. Et en tant que maire de Cré, je ne préside pas d'association départementale. Oui, mais quand vous avez cédé votre poste à quelqu'un à La République En Marche... Ce que le grand débat montre, c'est qu'il y a une très grande demande de parole de nos concitoyens. Je crois que c'est quelque chose que l'on vit au quotidien quand on est maire d'une ville. La concertation dans une ville est permanente. C'est quelque chose qui était probablement moins présent sur le plan national. Initié avec la Commission nationale du débat public, présidée par Chantal Joanneau. Chantal Joanneau, la fameuse. Peu connue du public. Et au fond, oui, cette respiration sur le plan national est tout à fait indispensable. C'est indispensable, en même temps, on voit bien qu'il y a tout et son contraire. Sur quoi comment ça peut déboucher ? Mais il appartient ensuite
au Parlement de faire son travail, au Président de la République d'assumer sa responsabilité. Mais cette demande permanente de concertation, si je peux me permettre, d'autant dans le schéma présidentiel que l'on a connu en 2017, que l'on avait déjà connu en 2002, qui est au fond, celui de citoyens qui, au deuxième tour, pour certains, votent pour le candidat qu'ils ont absolument choisi, et pour d'autres, essentiellement parce qu'ils ne voulaient d'aucune manière de Marine Le Pen. Tout ça ne fonde pas suffisamment les choses pour les 5 années qui suivent, et donc la concertation est d'autant indispensable. Comment atterrir? Référendum, pas référendum? Je crois que toutes les options se regardent. Vous êtes un républicain dans l'âme, Hervé Mariton, ça tombe bien. Est-ce que vous êtes pour un référendum? Et le 26 mai, au moment des élections européennes, voilà, il y a 2 questions à Je n'ai pas de culture plébiscitaire. Je suis d'une famille libérale, pas césariste, pas plébiscitaire, et donc je ne suis pas un fan systématique du référendum. Ceci étant dit, au point où nous sommes aujourd'hui, ce que je vous ai dit, la difficulté de l'élection de 2017, une revendication d'expression, un certain nombre de sujets qui sont sur la table, un référendum à questions multiples n'est pas quelque chose qui me paraît irrecevable. La date, j'entends les arguments, j'entends ce que Nathalie Loiseau en particulier a exprimé, le risque que le référendum masque l'enjeu européen. On voit l'importance de l'enjeu européen. Par exemple, avec la difficulté du Brexit, bien sûr, ce débat est sur la table. Il appartiendra au président de la République de le trancher, c'est difficile. Oui, surtout, c'est pas évident parce que ce matin même, du reste, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, chez nos confrères de France Inter, que j'écoutais, il disait qu'il n'était pas favorable à un référendum le jour des élections européennes. Hein. Donc, il y a une difficulté. Gilles Legendre vient d'indiquer, qui est donc en charge du parti à l'Assemblée nationale, que c'était une question secondaire. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une question secondaire, mais enfin, en tous les cas, on sent qu'on est en train de désamorcer un peu. Dans ce débat, rien n'est secondaire, si je peux me permettre. La question européenne, le débat européen n'est pas secondaire. On voit au Royaume-Uni combien, au contraire, il est essentiel. Et nos concitoyens ont un certain nombre d'opinions sur la question européenne. Il est essentiel qu'ils puissent l'exprimer. Et puis, le débouché du grand débat, la solution de la crise que nous avons vécue pendant plusieurs mois, est aussi quelque chose d'extrêmement important. Même moment, pas même moment. Si les citoyens veulent bien jouer le jeu à 1 mois d'intervalle, ça peut ne pas être le même moment. Ensuite, est-ce que les citoyens acceptent volontiers d'être mobilisés pour 2 scrutins à 1 mois d'intervalle? Ça marche à peu près présidentielle, législative. Est-ce que ça marcherait là? Difficile à anticiper. Ce qu'on comprend aussi, c'est que la synthèse du grand débat ne peut pas attendre la rentrée. Oui, non, mais ça c'est clair, il faut une réponse tout de suite. Il y a une contrainte de calendrier. Est-ce que c'est une manière de se représidentialiser pour le président Macron, de faire un référendum, un peu dans la lignée du général de Gaulle C'est en tout cas une manière recevable de résoudre ces difficultés constitutives qu'il a, qu'avait déjà subi Jacques Chirac en 2002, et Jacques Chirac en avait payé le prix, qui est les conditions très particulières d'une élection, et encore plus en 2017. Le chamboule-tout du premier tour de l'élection présidentielle, déjà avant les primaires, la condition particulière d'un deuxième tour Macron-Le Pen, condition particulière, condition démocratique, c'est le choix des Français, mais condition particulière cependant, et donc on voit bien que toute la querelle n'a pas été vidée au seul moment du deuxième tour. Il faut trouver une réponse supplémentaire, pourquoi pas le référendum. Oui, donc ça serait une réponse, quelle qu'en soit l'issue, parce que c'est toute la difficulté, ça fera lien avec le Brexit, bien que j'ai une toute petite question encore à vous poser, parce que grande démocratie parlementaire, en l'occurrence, c'est la démocratie britannique. La en démocratie, France, on a fait des référendums, notamment européens. Il y a une réponse qui était non. On s'est quand même assis dessus. Plusieurs choses. D'abord, les Français ont voté, je l'ai dit, dans des conditions particulières en 2017 à l'élection présidentielle. Mais ils ont voté. Et ce vote doit être respecté. Et donc, pour faire avancer le sujet, la question n'est pas de mépriser un vote. On reviendra sur 2005, en effet. Mais l'enjeu, c'est de trouver une nouvelle rencontre avec le peuple souverain. Le peuple souverain, ça n'est pas à coup de rond-point ou même de réunion. Une réunion, il y a ceux qui vont, ceux qui ne vont pas. Une réunion ne rassemble pas le peuple comme une élection. Et donc, la véritable réponse, elle est de l'ordre de l'élection, en tout cas de la votation comme un référendum. Et 2005, c'était en effet une affaire grave. Je n'en avais pas moi-même perçu à l'époque la gravité et l'intensité. L'onde de choc. Il y a un vote. Moi, j'ai fait campagne pour le oui à la Constitution européenne en 2005. Le peuple français a voté non. Et 2 ans, 3 ans après, leur
opinion, leur vote a été renversé par un vote du Congrès du Parlement et les Français en ont conçu une grande amertume. Il y a un kyste dans notre système démocratique qui s'est inscrit à ce moment-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder de manière méprisante le vote des Anglais au moment des Britanniques, au moment du Brexit. Moi, j'avais fait campagne pour le oui par une vidéo que j'avais diffusée en anglais. Ça n'a pas été très efficace. Donc, j'étais du côté du Remain. Mais les Anglais ont voté Brexit et Mme May a en effet un mandat sur ce terrain-là. Ça rend l'affaire très compliquée. Ah bah oui, parce qu'elle a un mandat, en même temps elle était pour le Remain, donc elle doit assumer le Brexit. Son parti des conservateurs sont totalement déchirés autour de cette question. Le parti travailliste louvoie un peu pour essayer de reprendre la main. Là, on s'achemine vers un no deal, vous pensez ou pas? C'est à craindre et on voit aujourd'hui toute une musique qui tourne autour d'un no deal techniquement aménagée. L'idée, c'est, je ne la défends pas, mais on voit bien qu'elle est largement aujourd'hui évoquée, un no deal arrivé dans le calendrier fatidique, et puis ensuite, il faut bien que les affaires tournent, il faut bien que les avions continuent de voler. Oui, parce qu'on va rappeler, pour ceux qui n'ont pas forcément ça en tête, que normalement, à partir du 29 mars, c'est les règles de l'OMC qui donc doivent régir les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Commerciale, si je peux me permettre, au sens large. Oui, au sens commercial, y compris financière. Commerciale, y compris sur un certain nombre d'enjeux techniques. J'évoque les vols aériens. Et donc, cette idée, techniquement, ça peut répondre à un certain nombre d'enjeux, et on voit bien que stratégiquement, c'est loin de résoudre le sujet, qui est de dire, no deal au 29 mars, une très grande quantité d'accords techniques ensuite, pour faire en sorte que le 30 mars ne soit pas très différent du 29. Les vols continueront de décoller et d'atterrir. L'essentiel des échanges se fera, mais comment, combien de temps? On rentre alors dans un contexte de grande instabilité, pas immédiatement visible, mais en tout cas d'incertitude. Et si Nissan a pris la décision qui a été rappelée tout à l'heure, c'est parce qu'il y a le poids de l'incertitude. Le Royaume-Uni, j'étais moi-même dans le cadre du Conseil franco-britannique, j'en étais membre déjà il y a quelques années, nous avions une réunion à Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre, région industrielle historiquement déprimée, mais qui a, on s'en est pas bien rendu compte en France, très bien rebondi par un nouveau positionnement dans l'industrie automobile. L'industrie automobile britannique aujourd'hui, ça n'est pas British Leyland qu'on a connu il y a quelques décennies, c'est par exemple des usines Nissan. Et c'est ce positionnement qui est en cause avec la décision qu'on vient d'entendre. Il ne s'agit de rien fermer, mais il s'agit de dire qu'une unité de production qui devait s'installer en Grande-Bretagne ne s'installerait plus en Grande-Bretagne parce que trop d'incertitudes. Oui, mais c'est alors contrairement à la promesse qui avait été donnée par les dirigeants japonais à Theresa May. Contrairement à la promesse qui a été exprimée. Ça veut dire que c'est les montées des incertitudes, c'est en train de d'influer sur le business. Mais parce que deux choses se combinaient en 2016-2017. C'est d'une part ceux qui considéraient qu'au fond les Anglais avaient voté mais que le vote ne serait pas respecté. C'est ne pas connaître les Anglais. Mais la deuxième dimension de l'incertitude qui nous rattrape aujourd'hui et qui n'était pas là il y a 2 ans, c'est de dire, 2-3 ans, c'est d'imaginer en 2016-2017 que un plan intelligent et cohérent serait trouvé. Ce plan, en tout cas, je ne sais pas s'il a été trouvé intellectuellement, mais politiquement, il ne trouve pas son débouché. Oui. Hervé Mariton, est-ce que vous dites, hier je posais la question évidemment du Brexit à Marine Le Pen dans le cadre de BFM Politique, et elle disait en fait tout est fait pour montrer que ça va pas se passer du côté des Unions européennes, ça va se passer d'une manière dramatique. C'est une manière de montrer qu'un Brexit ou un Frexit c'est impossible. Est-ce que vous pensez que de la part de l'Union européenne, il y a une volonté que ça se passe mal? Non, il n'y a pas de volonté de drame du côté de l'Union européenne, mais il y a d'évidence du côté de l'Union européenne. La démonstration, d'abord que ce qu'on appelle l'acquis communautaire, la vie de l'Union européenne, avec ses plus et avec ses moins, c'est une réalité solide, tangible, et on ne sort pas facilement de l'Union européenne. Ça, c'est mécanique. Il y a d'autre part la volonté... Oui, mais la démonstration est faite. Il y a d'autre part la volonté de l'Union européenne d'assurer sa propre cohésion et de dire, y compris aux autres, en dehors du Royaume-Uni, qu'on entre, sort,
Pas si facilement que cela, en effet. Donc, est-ce qu'il s'agit d'affirmer une cohésion de l'Union européenne? La réponse est oui. Est-ce qu'il s'agit oui, de mais la marquer cohésion un européenne, drame? elle se fait sur le dos du Brexit. C'est-à-dire que là, du coup, ceux qui auraient pu être tentés, suivez mon regard, un peu les pays de l'Est, que vous connaissez bien par ailleurs, Hervé Mariton, ben là, ils se disent, dis donc... Il y a des degrés de liberté et de plastique dans l'Union européenne. Il y a ce que David Cameron avait négocié, qui était tout de même une évolution majeure du point de vue du Royaume-Uni. C'est quand même lui qui a fait ce vote. Beaucoup de Britanniques... Oui, mais sa négociation n'était pas si mal menée du point de vue des Britanniques. Il y a la situation du Danemark, qui sur beaucoup de terrains gère une situation très particulière à l'intérieur de l'Union européenne. Mais ensuite... tout déficeler en satisfaisant tout le monde, c'est impossible. C'est à un moment un système d'équations incompatibles entre elles. Témoin le problème de l'Irlande du Nord versus Justement, la République d'Irlande. Je réfléchissais là en vous écoutant sur la question du backstop, parce que là aussi, cet indice, ça va conduire, notamment toujours Marine Le Pen, ça va conduire à l'implosion de l'Irlande du Sud et de l'Irlande du Nord. Et du reste, il y a une grande crainte du côté des Britanniques que ça donne la tentation à l'Irlande du Sud, même aux Irlandais du Nord, qui vont devenir majoritairement catholiques dans les prochaines années, qui est une réunification, une demande de réunification de l'Irlande. Donc on voit que là, il y a un enjeu aussi très important. Vous voyez bien, en tout cas, que mécaniquement, entre l'appartenance de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni, la majorité des Irlandais du Nord, ils sont aujourd'hui attachés, et d'autre part, la volonté d'une grande fluidité, et on en voit le sens, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, vous avez un certain nombre de principes qui s'harmonisaient bien au sein de l'Union européenne et qui ne fonctionnent plus dès lors que l'Union européenne ne serait plus à un moment dans l'Union douanière, d'où le refus par un certain nombre de Britanniques d'un backstop qui ne serait pas borné dans le temps. Oui. Alors si on regarde ce côté business, parce que le Conseil franco-britannique, c'est aussi de réfléchir un peu les conséquences économique. Il y a un think tank qui est en train de se créer, je ne sais pas si vous avez vu, notamment avec l'appui de la Grande-Bretagne, l'Institut, un peu comme l'Institut Montagne au niveau européen, sur cette question, les conséquences du Brexit. On voit que certains se disent c'est une opportunité peut-être pour repenser un peu la chaîne de valeur au sein des entreprises et puis les relations économiques. Est-ce qu'il y a une opportunité dans ce que vous voyez en ce moment? De toute contrainte, il faut faire une opportunité, mais le Brexit, c'est d'abord une difficulté pour nos deux économies, côté britannique et côté français. On dope beaucoup sur les difficultés côté britannique. Côté français, on s'intéresse aux problèmes concrets, importants, dans les Hauts-de-France, sur le nombre de douaniers dont on aura besoin, les délais d'attente qui peuvent arriver. La réalité est que l'impact pour l'économie de tout le continent européen, et en France en particulier, est importante. Dans le domaine agricole, pour prendre un exemple pour la viticulture, qui est très exportatrice à l'égard de la Grande-Bretagne, mais ça vaut pour d'autres entreprises. Airbus est en train de reconsidérer un certain nombre de ses plans. Alors, vous avez des entreprises qui assument depuis longtemps une binationalité bien organisée et équilibrée. Je pense à MBDA. MBDA n'est pas en cauchemar aujourd'hui à l'égard du Brexit. Ça ne lui simplifie pas la vie, mais l'entreprise n'est pas en cauchemar. Pour d'autres entreprises où les choses ne sont pas organisées de la même manière, par exemple, vous avez raison de le souligner, beaucoup plus compliqué. Oui, ou Safran, parce qu'il y a la question de passeport, tout simplement, de contrat de travail. Il y a pour l'organisation du travail, il y a pour les circuits financiers, il y a autour tout simplement du flux de marchandises des difficultés considérables. Il y a aussi des difficultés sur les personnels avec des équipes qui parfois dans le domaine de la production, mais plus souvent dans le domaine de la recherche et du développement, d'un certain nombre de fonctions d'état-major, sont des équipes partagées. Hervé Mariton, vous êtes peut-être toujours un libéral convaincu, en tous les cas, vous occupiez cet espace-là à droite, donc vous le restez. Est-ce que la Grande-Bretagne, elle peut rebondir, parce que ensuite elle pourra avoir une économie très libérale, avec des accords bilatéraux, voire multilatéraux, vous savez, avec d'autres ce journaliste du Monde, Marc Roche, qui a écrit un bouquin intéressant sur le succès du Brexit et comment, après quelques difficultés transitoires, le Royaume-Uni peut s'en sortir et devenir un Singapour européen. C'est une partie vous y croyez, vous de l'idée initiale. Vous voyez, à très long terme, je n'en sais rien, mais à
court et moyen terme, on voit des difficultés pratiques dont la solution sera extrêmement difficile. Imaginons, ce qui est aujourd'hui une des hypothèses évoquées, un Brexit dur, modulé d'une ribambelle d'aménagements techniques immédiats. Vous imaginez toute l'énergie qu'il va falloir pour gérer cela dans la durée. Vous imaginez le degré d'incertitude pour les entreprises confère la décision de Nissan. Donc, est-ce que le Singapour européen, c'est d'ailleurs quoi le modèle Singapour? J'étais à Singapour il y a quelques mois, je comprends bien ce que ça veut dire à l'échelle d'une ville-État, à l'échelle d'un pays comme le Royaume-Uni. C'est quoi un Singapour européen? Je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre. Mais en tout cas, avant d'arriver à cela, ou sa projection à l'échelle d'un grand pays comme le Royaume-Uni, il y a avant les difficultés innombrables qui sont devant nous. Difficultés au Royaume-Uni, j'insiste là-dessus, difficultés sur le continent aussi. C'est pour cela qu'il faut travailler, c'est pour ça qu'il faut tout faire. C'est un des enjeux du Conseil franco-britannique pour, dans bien des domaines, culturels, militaires, politique énergétique. Vous receviez Jean-Marie Chevalier pour renforcer la relation entre la France et le Royaume-Uni. Nous, côté français, nous n'avons pas voulu le Brexit, mais s'il n'y a pas le choix, il faut être pragmatique et il faut passer à davantage de bilatéral et de multibilatéral. Est-ce que vous envisagez la possibilité d'un autre référendum, d'un autre vote? Ce n'est pas impossible, un certain nombre de Britanniques le souhaitent, c'est pas bien déterminé au sein du Parti conservateur et les travaillistes sont aussi eux-mêmes confus dans leurs revendications sur ce terrain. Donc ce n'est pas impossible, mais la démocratie britannique ne s'est pas mise dans la logique qu'on a connue dans d'autres pays en Europe. On évoquait l'Irlande, qui est vous voterez N fois tant que vous n'aurez pas adhéré au bon choix à la question qui vous est posée. Donc s'il y a un moment, moi je ne reproche pas aux Britanniques, pour être très direct à votre question, personnellement, je ne reproche pas aux Britanniques de ne pas se précipiter immédiatement vers un nouveau référendum. Et je comprends que le parlementarisme britannique, y compris par des amendements déposés aux communes par un vice-président du Conseil franco-britannique côté britannique qui est Dominic Grieve, je ne reproche pas aux Britanniques de faire jouer la démocratie parlementaire. Elle a ses difficultés, elle a ses limites, elle a aussi sa force. Ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est que entre le Royaume-Uni et la France, des réponses opérationnelles soient trouvées, et avec l'Europe aussi. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou pas. Je ne sais pas si vous avez entendu ce week-end qu'il y a un plan pour exfiltrer la reine. Oui, j'ai lu ça. Bon. La reine d'Angleterre, parce que c'est un plan qui existe constitutionnellement. C'était au moment de la guerre, au chaos. Là, parce que certains imaginent un tel chaos britannique qu'il y aurait la possibilité d'exfiltrer la reine. Vous y croyez? Est-ce qu'on arrive à ce point-là? Je pense qu'il est légitime que la reine soit protégée. Je ne crains pas le chaos, parce que je pense, avantage inconvénient, je pense ça limite les dégâts. Inconvénient, ça fait un peu baisser les bras dans la négociation actuelle que la voie du hard Brexit plus poursuite à l'instant, au jour J+1 d'accord technique nécessaire de toute manière. Je pense que cette voie est sur la table aujourd'hui. Je ne sais pas si elle sera retenue ou pas. Je préférerais que l'on trouve techniquement, un accord vous nous intelligent. Dites qu'il y a la possibilité d'aménager ce no deal, en fait. C'est ça que vous nous dites, grosso modo. C'est un no deal plus aménagement technique qui fait d'innombrables difficultés dans les mois qui suivront, qui fait probablement un certain nombre de difficultés concrètes dans la vie des entreprises, qui fait des incertitudes, mais qui ne fait pas le chaos du jour au lendemain. Si par malheur le Brexit ne trouvait pas d'autres solutions, je souhaite d'autres solutions. Mais si malheureusement le 29 mars on est bien au Brexit, eh bien le 30 mars vous pourrez prendre Eurostar. Hervé Mariton, vous payez toujours votre cotisation aux Républicains? Je paye toujours ma cotisation. Vous êtes toujours membre? Je regarde cela. Je suis membre avec la liberté qui est la mienne. Je regrette que cette formation politique ne porte pas un discours plus européen. Je regrette qu'elle ne porte pas un discours plus libéral. Pour porter la voix des Républicains au niveau européen, c'est un bon choix? Moi, je n'ai pas d'allergie. Je partage un certain nombre d'engagements de François-Xavier Bellamy sur les questions de société en particulier. Je l'assume.
je connais bien Arnaud Danjean pour m'être occupé pendant plusieurs années des questions de défense pour l'UMP à l'époque. Et il a une vision européenne forte. Et l'équilibre qui a été fait, Bellamy-Danjean, est plutôt quelque chose d'intelligent. Mais au-delà de l'équilibre des personnes, que je respecte, qui sont des personnes de qualité, ce que je veux, c'est un projet européen qui soit dense, qui soit à la fois très exigeant sur les questions d'identité européenne, par exemple le débat migratoire, mais qui soit aussi suffisamment ardent et optimiste sur les enjeux européens, en économie, mais dans le domaine culturel aussi, et qui soit en économie un projet de liberté. Et on voit bien au sein même des Républicains aujourd'hui que malheureusement certains sont sur cette ligne, d'autres ont des positions extrêmement fortes, mais à mon avis refermées. Refermées, mais à mon avis ils ne connaissent pas très bien l'économie non plus, même si on peut être économiste sans être libéral. Hein, mais nous débattons. Tout est sur la table, il faut débattre. Ce que je souhaite, c'est que une ligne de liberté et de valeur, je n'ai pas changé sur ce terrain, puisse prospérer. Merci beaucoup Hervé Mariton, certainement l'occasion d'y reparler. Président du Conseil franco-britannique, et on voit bien que le Brexit, en tous les cas, ça fait parler d'Europe. C'est peut-être bon pour les élections européennes et taux de participation. Merci beaucoup d'avoir été ici dans le H. Nous, on se quitte. On se retrouve bien sûr demain 12h-13h. Bonne journée.